Merci beaucoup. On va passer maintenant à la table ronde Ouvrir grand l'écran vers un cinéma accessible à tous. Et donc je vais demander à Cynthia Augustin, Barbara Fougère et Juliette Monnier de me rejoindre. C'est bon, je suis prête. Donc 2025 marque les 20 ans de la loi sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Mais le cinéma reste pourtant trop souvent inaccessible à une partie du public. Donc aujourd'hui, on va interroger ce que signifie rendre le cinéma véritablement accessible, non seulement dans les salles, mais aussi tout au long de la chaîne de création et de diffusion. Donc pour en parler, nous avons la chance d'accueillir 3 intervenantes engagées sur ces questions. Donc Cynthia Augustin, qui est consultante diversité et inclusion. Barbara Fougère, docteure en études cinématographiques, autrice de la thèse Surdité et cinéma, un choc qui fait empreinte. Et Juliette Monnier, médiatrice d'août 25 ans au cinéma du Palais de Créteil et formatrice indépendante accessibilité au cinéma. Donc l'accessibilité, c'est un sujet important dont on ne s'est pas encore pleinement emparé au collectif 50-50. Pardon, collectif 50-50, je perds mes fiches. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, la journée est retranscrite en direct grâce à Céline Ripoll et Lucie Defleur, qu'on remercie chaleureusement. Elles font partie du collectif Silence on grimpe, qui s'engage pour la justice sociale et l'accessibilité culturelle. Elles militent pour des festivals de films sous-titrés, en accompagnant les événements, en sensibilisant le public et en conseillant les équipes de réalisation. Donc Céline, elle a d'ailleurs réalisé les sous-titrages du court-métrage d'Alice Gerva qu'on va vous diffuser juste après cette discussion. Donc les sous-titrages sourds et malentendants. Autre mesure mise en place au collectif 50-50, nous nous engageons autant que possible à diffuser des films dans leur version sous-titrée sourds et malentendants lors des séances de ciné-club, quand elles existent, hein, donc ces versions. Et pour lancer ce cycle, nous avons organisé en septembre dernier, dans cette même salle du Forum des images, une séance du film Sound of Metal de Darius Marder avec l'association Retour d'Images. Une séance entièrement accessible avec sous-titrage SME, puis dispositif de vélotypie et interprétariat en langue des signes, pour le débat qui a suivi. C'est à cette occasion d'ailleurs qu'on a rencontré Barbara Fougère, que je vous ai déjà présentée. Donc cette table ronde, aujourd'hui, elle a pris corps suite aux ateliers de réflexion qu'on organise régulièrement avec les adhérentes du collectif 50-50. Lors de cet atelier auquel ont participé Cynthia et Juliette, nous avons discuté des freins encore existants à l'accès en salle des publics en situation de handicap et des solutions existantes, de leur mise en place, etc. Donc pour bien commencer, il est important qu'on utilise les bons termes et qu'on dédramatise le handicap. Selon la DRES, la Direction des recherches, des études, de l'évaluation et des statistiques, en 2022, en France hexagonale, il y a 14,5 millions de personnes de 15 ans ou plus vivant à domicile qui déclarent avoir au moins une limitation fonctionnelle sévère. Donc c'est 28%, je crois, de la population. Et parmi elles, près de 80% ont un handicap invisible. Est-ce que, Cynthia, peut-être vous pouvez commencer par nous expliquer pourquoi parler de situation de handicap plutôt que de personnes handicapées? Ça va là? Oui, ça va. C'est bon. Ok. Donc en fait, la terminologie, elle a évolué et elle évoluera peut-être encore. Et maintenant, on parle de personnes en situation de handicap afin un petit peu de renverser la problématique et de dire que c'est l'environnement qui handicape la personne et non la personne qui porte la responsabilité de son souci de santé ou de son problème d'apprentissage, de déplacement ou de travail, par exemple. Voilà, c'est à l'environnement de s'adapter à la personne et non plus à la personne de s'adapter à son environnement. Donc c'est ça, une personne en situation de handicap, parce qu'elle peut l'être dans certaines situations et pas dans l'autre. Et c'est aussi un terme qui, d'un point de vue sociétal, est
englobant, parce que voilà, on est tous à un moment ou à un autre en situation de handicap par rapport à, pas forcément à des accessibilités, voilà, par exemple des ascenseurs, des rampes ou des choses comme ça pour les personnes handicapées moteurs, mais par rapport à voilà, d'autres choses où tout le monde ne peut pas le faire parce qu'on n'est pas tous pareils, quoi. Oui, tu disais une situation de handicap, ça peut être porter des lunettes. Voilà, si j'enlève mes lunettes, je ne peux plus lire les sous-titres, par exemple. Ça peut être une limitation dans le temps, si on se casse une jambe ou autre. Voilà, donc il y a énormément de situations dans lesquelles on peut se retrouver handicapé. Donc. En fait, en fait, la situation de handicap, elle est très, en France, elle est vraiment dans une case un peu étrange. Et il y a toujours une forte injonction pour les personnes, en tout cas, qui ont des handicaps visibles, à ne plus être handicapées. Voilà, c'est censé être une injonction de vie, alors que par exemple, un handicap, ça peut être en effet porter des lunettes. Les personnes, par exemple, qui portent des lunettes ou des lentilles de contact, si elles ne les ont pas, elles sont en situation de handicap, parfois plus que des personnes qui ont des handicaps visibles, parce qu'elles ne peuvent pas voir et elles ne sont pas aussi autonomes qu'elles le sont lorsqu'elles ont leurs lunettes, par exemple. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, de complètement banalisé, alors qu'une personne en situation de handicap visible, voilà, on n'a toujours pas de souci à appeler à chaise, à demander pourquoi on est comme ça. Donc voilà. Et on ne s'attend pas surtout à l'avoir dans l'espace public parce qu'il n'est pas accueillant, que ce soit les trottoirs, les infrastructures, les cinémas ou d'autres endroits comme ça. Peut-être, Juliette, tu peux nous faire un petit rappel de ce qu'est la loi de 2005 et de son application pour les salles de cinéma. Bonjour à toutes et tous. Moi, je vais parler plutôt à l'échelle de l'exploitation. Par rapport à la salle de cinéma, la loi de 2005 est pour tous les ERP, donc établissements recevant du public, elle a été fondatrice parce qu'elle a permis d'ouvrir la notion d'accessibilité, pas seulement à l'échelle du bâtiment, donc rendre accessible le lieu, que ce soit par les portes, que ce soit par des travaux d'accessibilité, mais aussi rendre accessible et l'information et l'accès à l'œuvre. C'est-à-dire que tout d'un coup, on sort simplement de la notion du handicap par le biais du handicap moteur, déjà représenté par le pictogramme justement handicap, qui est censé centraliser l'intégralité des handicaps qu'il représente. Bon, ça, c'est encore un sujet de représentation. Mais en fait, la loi de 2005, elle est centrale dans cette ouverture-là, dans l'accès au bâti, l'accès à l'œuvre et l'accès à l'information. Si en fait on le décline très rapidement, l'accès à l'information, c'est l'accès à son site internet de manière accessible, c'est l'accès à son information papier, print, donc pour la salle de cinéma, à son programme. Et si bien sûr on décline à l'œuvre, c'est l'accès du film en version audio décrite et sous-titrée. Donc en fait toute cette déclinaison, elle a quand même permis de responsabiliser les ERP, les établissements recevant du public, mais aussi de responsabiliser toute la chaîne de construction d'un film, que ça soit du point de vue de la création, parce qu'évidemment, penser un financement de description ou de sous-titrage, ça se pense très en amont de la production. Et ensuite, au niveau de la salle, et toute cette chaîne en fait, a été impactée très positivement par cette loi. Ensuite, voilà, on voit bien qu'il y a d'autres schémas importants. La loi de 2005, elle permet aussi d'inclure tout type de handicap confondu, donc le handicap cognitif, intellectuel, psychique. Et donc toute cette ouverture, évidemment, ça a été quand même un premier jalon extrêmement important. 2005, en fait, les 20 ans aujourd'hui, il y a tout un tas d'associations qui, elles aussi, fêtent leurs 20 ans et qui proposent un état des lieux de ce sujet. On voit bien qu'il y a énormément d'étapes à franchir, mais ça a été en tout cas un jalon central dans la compréhension de l'accessibilité et du handicap. Je vais revenir peut-être sur, parce qu'avant cette loi de 2005, il y avait la notion d'accessibilité culturelle, qui signifie garantir à chacun le droit d'accéder à la culture, comme stipule la Déclaration universelle des droits de l'homme et le préambule de la Constitution de 1946. C'est aussi une mission fondatrice du ministère de la Culture depuis 1959. Concrètement, elle consiste à supprimer tous les obstacles physiques, sensoriels, mentaux, psychologiques, cognitifs, sociaux, financiers ou culturels qui empêchent l'accès à la formation et aux œuvres, au patrimoine, aux pratiques artistiques, aux médias et au numérique. Et donc cette loi de 2005, elle est venue réaffirmer ces principes qui étaient déjà posés de longue date, quoi. Barbara, vous faites partie de l'association Retour d'Images, donc on s'est rencontrés à cette projection de Sound of Metal. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette association, ses actions principales ? Alors l'association, d'abord bonjour à tous. Merci beaucoup en tout cas d'aborder ces questions d'accessibilité qui sont vraiment primordiales et il faut que tout le monde s'en empare parce que c'est une question qui ne concerne pas que les personnes en fait en situation de handicap. On participe tous
et toutes vraiment justement à cette situation de handicap. On met les personnes en situation de handicap même quand on est valide. Donc je suis ravie de pouvoir parler de ces questions-là. Alors, donc je suis membre d'une association qui s'appelle Retour d'Image, qui a plusieurs missions, qui a été fondée par une réalisatrice elle-même en situation de handicap qui s'appelle Diane Maroger, qui a fait des documentaires qui sont super d'ailleurs, que je vous recommande, et qui a fondé en fait donc cette association parce qu'elle avait créé un festival à l'origine pour réfléchir aux images en fait que le cinéma véhiculait du handicap. Donc elle avait créé ce festival où elle avait évidemment réfléchi aux solutions d'accessibilité des films et des débats. Et donc ensuite elle a créé cette association qui continue ce travail en fait et qui réfléchit à tous les enjeux qui sont liés à la présence du handicap dans le cinéma, que ce soit dans les métiers du cinéma, mais aussi dans les représentations et dans les salles de cinéma, donc en tant que spectateur. Donc il y a plusieurs, c'est une association qui a plusieurs missions, qui fait autant de la sensibilisation que de l'éducation à l'image, qui organise des projections débats accessibles, et qui est aussi un centre de ressources. Son site internet est d'ailleurs une excellente ressource, je vous recommande vivement. Il y a par exemple des fiches de cinéma qui étudient tous les grands films, on va dire, emblématiques de la question du handicap. Il y a aussi une chronologie, il y a aussi des focus et des explications sur tous les métiers en fait, de l'accessibilité en relation avec le cinéma, des articles sur des films, des guides de bonnes pratiques, enfin, voilà, donc c'est une ressource, et puis voilà, c'est des organisateurs et des personnes qui sensibilisent par divers moyens à la question du handicap au cinéma. Merci. Donc il y a cette loi de 2005 et puis il y a une obligation depuis 2020 d'inclure l'audiodescription et les sous-titres SME, donc sous-titres sourds et malentendants, dans les cahiers des charges de tout film d'initiative française aidé par le CNC. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette obligation? Est-ce qu'elle est bien mise en place et respectée? Voilà. Est-ce que l'accessibilité est facile? Moi, je veux bien en parler à l'échelle de la salle. En tout cas, quand on se pose la question de la programmation, c'est un critère en tout cas qui peut rentrer en compte dans notre volonté de passer des films audio décrits et sous-titrés. Et en fait, on se rend compte d'une double difficulté. La première, c'est la difficulté à savoir si un film ou non est accessible. Donc déjà, il y a un enjeu pour les distributeurs de rendre visible dans leur catalogue leurs films audio décrits et sous-titrés. Pour l'éducation à l'image, c'est différent parce que le CNC met à disposition un catalogue accessible des films ma classe au cinéma. Donc là, on a quand même un travail qui est facilité dans la recherche. Mais pour tous les films de la programmation en continu, ça reste quand même un enjeu de mettre en lumière. Donc quand on échange avec des distributeurs, souvent on leur demande s'ils peuvent nous aiguiller en fait sur une version ou l'autre. Et alors une nouveauté aussi que moi j'apprends par le biais de la salle, c'est que parfois on ne peut pas passer les films audio-décrits et sous-titrés. Il faut choisir l'un des deux fichiers. Donc alors ça c'est aussi une grande difficulté. Voilà, on nous invite à choisir. Voilà, c'est parfois une séance pour les sourds et malentendants, parfois une séance pour les aveugles et malvoyants. Mais les deux cumulés, ça paraît compliqué sur la même piste. Donc ça c'est quand même aussi un étonnement réel quand on travaille en salle. Et en tout cas, nous, on a l'impression que, évidemment, les films de 2020, à partir de 2020, sont dans cette obligation, dans le concret. Ça ne donne pas l'impression qu'il y ait une application concrète, en tout cas, ou qu'il y a une punition quelconque, si on peut le dire comme ça, pour les films qui ne le font pas. En tout cas, on n'a pas cette sensation en salle. Et pour les films de patrimoine, c'est aussi une vraie question. Pour les films qui sont notamment dans les salles ARSC, on a beaucoup de ciné-clubs de patrimoine, de revalorisation de films anciens. Il y a un travail d'accompagnement qui est fait par le CNC pour soutenir ces versions. Mais encore une fois, à l'échelle du nombre de films qui sortent annuellement sur des films français, ça reste en tout cas assez minime en termes de choix. Et vous parliez de l'accessibilité en salle. Donc, est-ce que les équipements sont différents, j'imagine, entre une version sous-titrée qui peut être diffusée à l'écran et l'audiodescription qui peut être diffusée de manière individuelle, je pense, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu sur la technique en salle? Pour la salle du cinéma, pour l'évoquer rapidement, en fait, on a un choix qui est assez fort pour la salle. Soit on demande au spectateur ou à la spectatrice de venir avec son équipement,
ce qui est déjà aussi un choix assez fort, c'est-à-dire que la personne doit venir avec son propre dispositif d'accessibilité, donc son téléphone, son casque, son micro par exemple, ou bien la salle de cinéma fournit un matériel qu'il a directement en salle pour offrir un petit peu plus de souplesse quand même dans l'organisation de la venue en salle. Donc ça, c'est déjà un choix assez fort en termes de choix de la technologie qu'on va choisir, si elle n'est pas obsolète et si elle fonctionne, ce qui est encore une fois un autre levier. Et ensuite, sur la question de la salle de cinéma, le frein qu'on peut avoir sur la version sous-titrée, par exemple STSME, c'est aussi le frein des autres spectateurs. Donc en fait, il y a aussi un manque d'habitude des spectateurs ordinaires, et pourtant, encore une fois, il y a cette habitude de la version originale. Donc on a l'habitude des sous-titres, en tout cas en France pour le public cinéphile, il y a cette habitude des sous-titres, mais dès qu'il est sous-titré sourd et malentendant, de suite il y a un frein supplémentaire qui se pose. Pour celles et ceux qui ne voient pas, c'est des sous-titres qui sont colorés, donc qui ont aussi potentiellement un impact, mais qui reste minime sur l'écran. Et donc il y a une sensibilisation supplémentaire qui est liée à la salle de cinéma. Et on voit bien qu'en fait, je pense que beaucoup de programmateurs ne se permettent pas, en tout cas, de passer des films, notamment sur des horaires forts, du samedi, du dimanche. Et on retrouve beaucoup de séances sous-titrées le mardi à 14h. Donc voilà, il y a aussi des choix de programmation qui sont très signifiants dans la valorisation des films sous-titrés sourds et malentendants, parce que ça impacte tout l'écran par rapport à l'audiodescription qui est à l'échelle individuelle. Donc cette question-là, elle concerne vraiment la salle et aussi l'investissement qu'elle peut mettre dans cette valorisation. Un petit mot avant de laisser la parole aussi à mes collègues, mais peut-être la recommandation que je donnerais si la salle n'a pas le moyen humain de faire de l'information d'avant-séance, c'est en tout cas de passer à un spot de sensibilisation qui est notamment proposé par Cinescence en version DCP pour les salles de cinéma. C'est-à-dire c'est un spot qui explicite comment fonctionne le sous-titrage et en fait qui permet d'avoir une sensibilisation en salle directement si on ne peut pas avoir la chance de pouvoir le présenter oralement et de défendre une politique d'accessibilité en salle. Mais il y a déjà d'autres leviers qui permettent quand même de s'essayer à cet exercice-là. Donc je pense que c'est important. Et l'autre frein aussi à lever, c'est que des salles font cet effort, mais s'étonnent aussi qu'il n'y ait personne quand ils les font. Donc en fait, elles essayent peut-être 6 mois de passer des films audio décrits et sous-titrés pour après se dire, il n'y a personne, on a touché une personne. Donc par rapport au coût que ça nous demande d'investissement, on ne va pas le faire. Mais c'est peut-être parce que la communication préalable de la séance audio décrite et sous-titrée est un levier manquant. Donc la salle, elle a vraiment un rôle un peu pivot dans cette valorisation des films que les réalisatrices et réalisateurs proposent, mais aussi dans cette communication où là, elle a besoin d'être accompagnée et formée par des professionnels. Donc tout à l'heure, quand je disais que l'accessibilité, c'est quelque chose qui nous concerne tous, c'est exactement ça. C'est effectivement, il y a beaucoup d'exploitants qui m'ont dit que ils ne proposaient pas assez ils proposaient peu de séances avec sous-titres pour sourds et malentendants parce qu'il y avait beaucoup de spectateurs qui exprimaient leur mécontentement en voyant ces sous-titres. Et c'est vrai qu'il faut bien prendre conscience que que pour toute une partie de la population, l'accès au film n'est possible que par le biais des sous-titres. Donc, si on se plaint en fait de cette accessibilité, on agit pour la discrimination. Donc, c'est important effectivement de sensibiliser le public à ces questions d'accessibilité. Parce qu'encore une fois, c'est pas normal que les sourds ne puissent aller au cinéma que le jeudi à 9h ou le mardi à 14h. C'est effectivement intéressant de se dire que c'est une loi qui a été remise en permanence comme ça sur le devant, qui a été réaffirmée, parce qu'en fait, ça ne rentre toujours pas. C'est vrai que le problème d'accessibilité, on en parlait tout à l'heure entre nous, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'on va distribuer, qu'on va donner. On va donner l'opportunité à des aveugles, à des personnes en fauteuil roulant, à des sourds à aller à telle séance, mais pas une autre. Pareil, il n'y a pas de cadre légal sur l'accessibilité des débats ou des avant-premières. Donc, par exemple, les personnes sourdes et malentendantes, elles sont exclues de la quasi-intégralité de ces séances parce que les débats ne vont pas être accessibles pour eux. Donc, je pense que c'est quand même important de vraiment parler de ces problèmes d'accessibilité parce que ces personnes-là, c'est une longue chaîne. C'est-à-dire que si elles ne réussissent pas à acquérir aussi la culture cinématographique en n'ayant pas accès à tout un tas de films, même par exemple, pour ces personnes-là, aller vers des études de cinéma risque d'être compliqué puisqu'elles vont se sentir culturellement, en tout cas, pas à la hauteur. Donc c'est vraiment primordial d'accessibiliser.
peux également ajouter un élément sur cette question de la programmation, que ce soit par le biais d'avant-première ou du non-choix, parce qu'en fait, le choix est imposé soit par la salle accessible, on peut avoir une salle, enfin, on parlait tout à l'heure du hall accessible, mais peut-être que sur les 8 salles, il y en a que 3 qui sont accessibles, donc en fait, il faut bien choisir avant quel film on va voir pour que ça soit dans la bonne salle, donc c'est quand même toute une logistique que les personnes non concernées ne se posent pas et ne voient pas. C'est aussi tout un parcours, en fait, d'aller au cinéma qui est assez invisibilisé. Et la question du film, et on le voit, et peut-être je me fais l'avocat du diable, mais en fait on a tendance à se poser la question d'accessibilité en tant que salle sur des films dont c'est le sujet principal. Je prends l'exemple par exemple d'un film brillant que je vous recommande par ailleurs, qui est Elle n'entend pas la moto, qui sort le 10 décembre, et qui est un film qui justement traite de la question des personnes sourdes et malentendantes, mais dans un parcours de vie documentaire. Et en fait c'est dans ce cadre-là qu'on se dit ah, bah peut-être que ça pourra toucher les personnes concernées, qu'on peut avoir une communauté qui peut venir en salle pour voir le film. Mais en fait, encore une fois, on part du principe que le public concerné va venir voir des films qui ne les concernent que. Donc en fait, ça veut dire que la question de loisir, elle est complètement exclue de la en fait, je n'ai pas forcément, je ne peux qu'imaginer que quand on est concerné, on n'a pas toujours envie d'aller voir un film qui parle de notre quotidien, qu'on a aussi envie de profiter d'un film comme tout le monde, comme tout à chacun, mais que cette question d'accessibilité, elle devrait être universalisée sur beaucoup plus de films que simplement des films dits à communauté. En tout cas, c'est un enjeu de programmation qui reste assez important. Oui, bien sûr. Et Cynthia, est-ce que vous pouvez compléter sur l'accessibilité en salle? Quels freins vous rencontrez? Est-ce qu'au niveau de la communication, c'est toujours très clair sur les accessibilités en salle? Donc l'accessibilité en salle, en fait, c'est pas forcément très clair parce qu'il y a des salles déjà qui sont clairement pas accessibles, parce que trop anciennes, parce que sous-sol, parce que pas aménagées. Il y a des salles, souvent ce sont des cinémas indépendants, il y a des cinémas qui se disent accessibles, en fait il n'y a que quelques salles qui sont accessibles, donc pareil, il faut bien choisir son film, il faut le savoir à l'avance aussi. Ou alors des fois, par exemple la salle peut oui être accessible, mais ce sont des sièges qui seront par exemple derrière d'autres sièges. Donc si on y va avec un ami, on ne peut pas être à côté de son ami ou de la personne avec qui, ou des personnes avec qui on y va. Ou sinon la salle sera accessible, mais par exemple les toilettes ne seront pas accessibles, donc voilà, faut choisir. C'est vraiment, on prend une part d'humanité de la personne en situation de handicap et on lui donne ci, on lui donne pas ça, quoi. Donc ça peut être assez compliqué également d'avoir accès à ce loisir, à cette culture, et ça crée une forme de discrimination qui n'a pas lieu d'être. Oui, puis ça oblige une prise de renseignements, une recherche des informations en amont, quoi. C'est vrai que c'est tout un parcours du combattant, que ça soit pour les personnes en situation de handicap moteur ou les personnes sourdes et malentendantes, etc., et pour leurs accompagnants aussi. Je voulais... Oui, vas-y. Mais après, il faut savoir aussi... Après, il y a aussi beaucoup d'ignorance en fait, autour du handicap et de l'accessibilité. C'est-à-dire qu'on peut appeler justement, faire cette recherche en amont et on va nous répondre « oui, c'est accessible ». Et après, il faut que nous-mêmes, on demande « est-ce que les toilettes sont accessibles ?» Ah ben non, c'est pas accessible. Voilà. Et la personne qui nous répond ne se rend même pas compte, je pense, c'est pas pour la défendre non plus, mais de ce qu'elle dit, ou de ce qui se passe, ou est-ce que telle salle est accessible? Ah ben non, c'est pas accessible. Donc vous n'êtes pas accessible. Ah mais si, voilà, donc, et ça aussi, il faut penser à toutes les questions qui devraient être répondues en une seule question, quoi. Donc il y a peut-être aussi une question de formation des personnels en salle. Je ne sais pas s'il y a des formations obligatoires d'ailleurs ou pas, ou si c'est une démarche de chaque salle de former leur personnel. Depuis 2017, dans les ERP, il y a vous l'avez compris, établissement recevant du public, je ne vais pas le redire tout le temps, il y a une obligation de compléter ce qu'on appelle un registre d'accessibilité. Donc il y a des documents qui sont en ligne sur le site du ministère des Solidarités, par exemple, où en fait ça pose la question à la salle, dans le contexte cinéma, de quels sont les éléments de votre bâtiment qui sont accessibles, quels sont ceux qui ne le sont pas. Et également, est-ce que votre personnel a été formé, oui ou non? Et en fait, ça doit être réactualisé. C'est-à-dire qu'il y a quand même une question, mais 2017, c'était hier, il y a quand même une question d'accessibilité et de formation. Donc en fait, à ce jour, on pense quand même l'accessibilité dans nos secteurs de manière un peu plus globale, et la formation des agents, elle est en tout cas sous-entendue obligatoire grâce à ce registre d'accessibilité.
Après, vers qui on se tourne, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, mais l'accessibilité, le grand dommage un petit peu de ce secteur, c'est qu'elle est très fragmentée par spécialité. Donc vous allez avoir telle association qui va être spécialisée sur les sourds et les malentendants, les aveugles et les malvoyants, telle association plutôt sur tel ou tel domaine. Et c'est parfois difficile de retrouver une solution globale de formation, tant les besoins et les publics sont divers. Donc l'enjeu, en tout cas pour les salles et même, j'imagine, les professionnels du tournage, c'est aussi de se renseigner spécifiquement vers un axe qui peut leur sembler en tout cas prioritaire compte tenu de leur public, compte tenu de leur territoire, pour après peut-être annuellement renouveler et repenser une formation pour l'ensemble des agents. Mais en tout cas, pour n'en citer que quelques-uns, donc il y a Retour d'Image, il y a la CST qui travaille aussi sur cette question-là avec des formations qui peuvent être prises en charge par les OPCO. Il y a Culture Relax, il y a Cinescence, voilà, il y a plusieurs structures, ressources qui peuvent être mobilisées sur un axe de formation. Et en effet, à ce jour, c'est obligatoire. Et les formations de la CST, c'est à destination des diffuseurs, des exploitants et des diffuseurs, c'est ça ? Tout à fait, il y a la diffusion qui peut être concernée, il y a la programmation pour la salle, la médiation, il y a la technique, parce qu'il y a aussi quand même des vraies questions de projection. Si on ne sait pas choisir la playlist correspondante à la version, ça peut rester compliqué. De même pour la boucle magnétique aussi en salle, qui est un dispositif d'accessibilité pour les sourds et malentendants. On voit bien que quand les salles font des travaux, elles sont parfois avec des professionnels des travaux qui ne savent pas qu'elle est dans les murs. Et donc, quand ils font les travaux, en fait, ils cassent ce dispositif en pensant bien faire, parce que simplement, ils ne savent pas la reconnaître. Donc, en effet, ça concerne tous les leviers, mais en tout cas à partir de la diffusion. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas à ce jour de formation préalable sur le domaine de la production qui pourrait en tout cas sensibiliser les producteurs. Je ne pense pas. Je vais revenir sur les métiers de l'audiodescription parce que donc il y a une cérémonie qui s'appelle les Marius de l'audiodescription qui se base sur la sélection des Césars chaque année, mais qui se passe après les Césars et qui n'est pas inclus au César. Ça pourrait être aussi un moyen de visibiliser un peu plus ce métier-là, parce que c'est quand même, je trouve, un métier artistique aussi. Il y a un apport artistique dans l'audiodescription. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez peut-être lu récemment sur Mediapart, il y a eu un article dans lequel le réalisateur Mahamat Saleh Haroun dénonçait une lecture raciste de son film qui s'appelle Soum Soum, La nuit des astres, dans l'audiodescription. On y parle, l'audiodescription décrit une femme voilée à la peau caramel, un homme à la peau très noire. Alors que le film se passe au Tchad et qu'a priori tous les personnages sont noirs et que la couleur de leur peau, leur teint n'est pas un sujet dans la narration. Ça peut aussi poser la question de l'implication en fait des réalisateurs et réalisatrices dans leurs œuvres jusqu'au bout en fait, parce que peut-être que la personne qui a fait l'audiodescription ne pensait pas à mal, mais ça demande vraiment un regard, je pense, des créateurs jusqu'au bout, et donc une formation, peut-être une sensibilisation à ce sujet dès la création. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Barbara, peut-être. En fait, il faudrait que les questions d'accessibilité elles soient réfléchies même pendant la formation des personnes qui vont travailler dans le milieu du cinéma, parce que finalement, chaque métier pourrait servir, que ce soit la rédaction d'audiodescription, mais aussi le sous-titrage, parce qu'il y a quand même aussi, il peut y avoir un geste artistique dans le sous-titrage. C'est pas forcément le cas, mais il y a des films comme ça dans lesquels le sous-titrage est important. Et c'est vrai qu'en fait, il faudrait vraiment une meilleure formation pour vraiment que, par exemple, un scénariste puisse être capable, ou un réalisateur, une réalisatrice puisse être capable de discuter, par exemple, d'expliquer clairement les enjeux du film pour qu'un audiodescripteur ou même un sous-titreur n'ait pas ensuite ne se perde pas en cours de route. Et puis évidemment, peut-être pour avoir des discussions directes avec ces acteurs de l'accessibilité, pour qu'il puisse y avoir un vrai dialogue et pas une découverte a posteriori de quelque chose qui pourrait être problématique. Mais c'est vrai qu'après, la description des personnages dans les films pour les personnes aveugles, elle n'est pas dépendante de l'importance du physique.
C'est-à-dire que s'il y a une femme blonde qui apparaît à l'écran, on va dire que c'est une femme blonde, même si on s'en fout complètement qu'elle soit blonde dans le film. Donc c'est vrai qu'après, alors j'ai pas vu le film avec l'audiodescription, donc c'est très difficile de parler sans avoir vu. Mais c'est vrai qu'on peut se poser deux questions. C'est une, est-ce que effectivement, ça serait pas intéressant que les acteurs de la création d'un film s'intéressent aux objets d'accessibilité, mais aussi à quel point en fait ils ont le droit aussi d'intervenir dans les questions d'accessibilité, puisque un audiodescripteur travaille, enfin pour certains en tout cas, avec des personnes aveugles qui les conseillent et qui les aident à les rédiger. Donc voilà, c'est une double question ouverte, j'ai pas de jugement là-dessus. Après, peut-être que dans cette découverte des métiers, la découverte des métiers, c'est quelque chose que l'on fait beaucoup en éducation à l'image, dès le plus jeune âge, que ce soit sur école et cinéma, collège au cinéma, lycée apprenti au cinéma. Donc, lorsqu'on est en contact avec les publics, on parle des métiers du scénario, mais en fait, pour nous, c'est quasiment le début de la chaîne. On parle du scénario, on parle du tournage, on parle du montage, mais les étapes de production et les étapes même d'accessibilité du film ne sont pas forcément évoquées dans un parcours d'éducation au regard. Or, ça pourrait, comme en tout cas impératif de métier, comme on le fait maintenant dans cette idée de féminiser tous les métiers, quelque chose sur lequel quand même les médiateurs et médiatrices aujourd'hui sont très attentifs. Mais peut-être que ça pourrait être aussi un levier, l'éducation à l'image, pour faire comprendre ces métiers, mais aussi peut-être diffuser ces films en sensibilisation, quand bien même il n'y a pas de besoin répertorié en éducation à l'image. C'est les rendre visibles en les nommant, mais aussi directement en les rendant visibles en projection. Qu'il y ait des besoins ou pas, je pense qu'il y a un vecteur de sensibilisation qui peut être important. Juste pour revenir sur les Marius de l'audiodescription, pour vous donner une idée, donc l'année dernière, c'est Monte Cristo qui a eu le prix. Il y a eu aussi Pupille de Jeanne Henry ou Le règne animal. Donc si jamais vous êtes curieux de voir ce que donnent des films audio décrits, vous pouvez aller voir par exemple cette sélection de films primés. Il y en a plein d'autres aussi, mais bon, visiblement ceux-là sont très bien s'ils ont été primés. Voilà. Pour revenir aux obligations légales qui pèsent sur les exploitants, j'ai l'impression que de plus en plus il y a des applications sur les téléphones, etc., qui gèrent les sous-titres, les audiodescriptions, etc., et qui du coup déchargent un peu les exploitants de salles de cette charge-là, mais du coup font peser un peu cette charge-là sur les spectateurs. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ces dispositifs et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que voilà. Je peux parler des sous-titres, hein, la solution individuelle du sous-titrage. Donc il y a sur smartphone et tablette en fait le sous-titrage qui s'affiche. Mais enfin, je pense que tout le monde le comprend assez vite. Hein, tenir un téléphone devant soi pour lire des sous-titres et regarder un écran, enfin, c'est pas du tout ergonomique, c'est pas viable. Et puis après, je crois qu'il y a, mais ça c'est une quasi-minorité, je crois qu'il y a 2 salles qui ont les lunettes connectées. C'est-à-dire des lunettes qui ont une projection d'un sous-titrage ou une incrustation en LSF, mais l'incrustation en LSF c'est plutôt pour le spectacle vivant. Et c'est vrai que ce sont des lunettes qui existent beaucoup pour le spectacle vivant parce que ça permet de suivre par exemple un comédien sur une scène. Alors que sur un écran de cinéma, le fait qu'il y ait cette mobilité est moins pertinente. Et ça, j'ai pas testé, donc je sais pas. Alors, pour répondre sur en tout cas les retours nos spectateurs qu'on peut avoir à l'échelle de la salle, la grande difficulté des publics concernés, c'est que comme en fait il n'y a pas d'uniformisation en France il y a une solution pour l'ensemble du parc de salles, parce qu'il y a une libre concurrence aussi des entreprises qui vendent ces solutions d'accessibilité. Je pense à Greta, qui est peut-être qui ressort le plus en ce moment, qui est une solution allemande, mais il y en a d'autres, en tout cas qui sont très, très marquées en France. Il y en a au moins 3 ou 4, ce qui veut dire que rapporté à l'échelle du spectateur, il faut qu'il ait 3 ou 4 applications sur son téléphone. Pour savoir dans quelle salle il va, il doit avoir ce panel de solutions pour adapter en fonction du film. Si le film est accessible, dans quelle salle et sur quel support. Et ça peut aussi l'obsolescence de l'application. Pour prendre l'exemple du cinéma du Palais où je travaille, on s'est rendu compte en faisant une mise à jour que l'application n'était plus disponible sur le Google Store.
parce que en fait, ça ne fonctionnait pas dans la mise à jour, parce que le logiciel, en tout cas, n'avait plus de service après-vente. Donc, il fallait qu'on renouvelle notre matériel d'autodescription. Donc, si même les salles qui sont équipées ne sont pas informées de cet aspect désuet, bon, ça pose question. Mais alors, j'imagine même pas pour le public concerné qui fait déjà l'effort de venir et qui se retrouve sur un frein d'accessibilité réel lorsqu'il vient en salle. Donc ça, ce manque d'uniformisation, il peut quand même poser question. Je pense que c'est une lourdeur pour le spectateur qui est extrêmement forte. Et encore une fois, c'est une question aussi de politique de la salle. Soit le spectateur est autonome et donc responsabilisé dans son matériel, ce qui en effet décharge énormément la salle, hein, mais jamais on demanderait à un petit ou à un enfant de venir avec son coussin parce qu'il est trop petit pour être sur un fauteuil. Donc bon, je pense que c'est quand même à la salle de prendre aussi sa responsabilité dans l'accessibilité de son film. Mais ensuite, la salle, il ne faut pas non plus qu'on se flagelle dans ce qu'on fait, on fait ce qu'on peut, mais on a quand même aussi des grandes difficultés pour renouveler notre parc accessible. Après, le CNC, du coup, participe à la restauration et en tout cas à des coûts pour les travaux qui peuvent être faits sur l'aide. En tout cas, sur l'aide apportée aux salles, ça peut être une solution aussi. Donc, on peut solliciter le CNC en termes de fonds pour se rendre accessible. Mais c'est vrai qu'on manque aussi de visibilité de la part des industriels qui proposent ces solutions pour savoir laquelle est la plus viable ou non, sur la durée ou non. Et ça, malheureusement, à part un questionnaire des besoins localement pour savoir quelle communauté utilise quel outil, ou bien une uniformisation nationale, bien sûr, de l'application, on n'a pas de solution miracle à proposer à ce jour. Parce qu'en fonction des applications, j'imagine qu'il y a différents catalogues disponibles. En fait, c'est chaque. Il y a des applications. Tout à fait. Et il y a des applications en plus qui sont payantes pour les salles, d'autres non. Donc évidemment, on va plutôt aller vers celle qui n'est pas payante. Et par exemple, CGR a fait un gros partenariat avec Greta. Donc eux, ils sont passés intégralement sur cette application, mais c'est pas le cas de toutes les salles à RSC, qui ont quand même un fonctionnement plus autonome, hors réseau. Et ça pose aussi la question de quelle audio-description on veut défendre. Il y a une application, par exemple, qui, elle, ne fait pas appel à des professionnels en termes de voix, en tout cas sur l'audio-description, mais à des acteurs ou des actrices connus qui vont en tout cas parler par-dessus. C'est un petit peu comme le doublage dans les dessins animés. Vous avez soit un acteur ou une actrice française connue et le vrai métier de doubleur. Donc c'est aussi des choix. Et parfois, nous, quoi qu'on fasse, de toute façon, on a conscience que c'est pas assez. Et les spectateurs sont les premiers à nous le signifier. Mais voilà, il y a cette compréhension aussi de notre rapport à la salle qui est parfois très très freiné. Et on fait ce qu'on peut, mais voilà, c'est pas toujours optimum. Qu'est-ce que vous conseilleriez pour une salle qui n'est pas équipée comme solution de départ, on va dire, pour rendre ces séances plus accessibles? Je pense que pour que ces salles soient plus accessibles, en fait, c'est vraiment un problème sociétal de qu'est-ce qu'une personne en situation de handicap, même qu'est-ce que le handicap, en avoir une définition beaucoup plus ouverte et beaucoup plus, pour moi, réaliste que celle qui est fantasmée aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de la France, à mon sens. Et à partir de là, oui, on pourra, travailler, ceux qui ont des salles de cinéma pourront travailler sur une accessibilité, pour le coup, entre guillemets, universelle. C'est-à-dire que ce sera en même temps pour les sourds et malentendants, pour les personnes en situation de handicap visibles ou invisibles. Et là, on pourra tous avoir accès justement au même loisir sans devoir appeler avant, poser 3000 questions ou se l'interdire aussi parce qu'on se dit non, c'est pas pour moi, ou j'ai pas envie qu'on me voie, ou j'ai pas envie de pas être avec mon ami, ou d'y aller seul, ou d'y aller à telle séance, ou des choses comme ça. Et je pense que c'est pour pouvoir rendre les salles accessibles, c'est pas juste une question de logistique, c'est vraiment une question de culture, de connaissance du handicap, de qu'est-ce que c'est qu'être en situation de handicap. Et là, en effet, les salles seront plus accessibles parce qu'il y a des logiques qui viendront tout de suite, je pense, à l'esprit, ou qui seront, par le travail aussi avec d'autres personnes en situation de handicap, le travail ensemble et un travail en commun, qui viendront à l'esprit des constructeurs et des gens qui ont des salles de cinéma ou des salles de loisirs comme ça. Mais sinon, je pense qu'il n'y a pas de... en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas de conseils vraiment précis pour aider à l'accessibilité, parce qu'elle doit être universelle et on n'est pas tous pareils. Et le handicap, c'est pas une maladie contagieuse. Donc,
penser au handicap, c'est aussi penser, c'est pas que penser à des personnes voilà, qu'on voit très rarement dans des clichés, qui sont très mal représentés d'ailleurs, ou très rarement représentés vraiment au cinéma, mais c'est penser aussi peut-être à soi demain, à son enfant, à son proche, ou même à juste l'humanité dans sa diversité, quoi. Moi, je lui dirais de se tourner vers des associations. Il y en a quand même quelques-unes. Bon, il y a Retour d'Image, évidemment, mais il y en a d'autres. D'aller vers des associations et de discuter et d'échanger et de trouver des solutions ensemble, en fait. Moi, je recommanderais, alors je vais essayer d'aller vite parce que j'ai plein de conseils, mais je vais essayer de synthétiser. Le premier, ça serait de déjà considérer que ce n'est pas un choix. Alors ça peut paraître étrange de le dire comme ça, mais il y a beaucoup de salles qui en fait pensent qu'elles ont le choix de se poser la question. Alors c'est vrai qu'on n'en est plus là quand même, c'est vraiment une obligation de le penser, donc que ce soit de manière budgétaire ou de manière de programmation, en tout cas il y a cette obligation de se penser accessible. Et donc, ouvrir cette notion d'accessibilité, c'est aussi se dire, ma salle n'est pas accessible, par exemple, pour les personnes à mobilité réduite. Peut-être qu'elle peut l'être pour d'autres. Donc, peut-être que l'accessibilité de mes œuvres doit rester prioritaire. En fait, se dire que parce que mon bâti n'est pas accessible, je ne peux rien faire, c'est vraiment réduire le handicap à un premier degré, on va dire, alors qu'on peut le faire sur peut-être différents publics. Là, on parle beaucoup du handicap sensoriel, mais en effet, le handicap invisible est quand même un vrai sujet, que ça soit sur le handicap psychique, cognitif, intellectuel, ou même plus largement toutes les structures comme les CESAD, les IME. Enfin voilà, il y a quand même tout un travail à faire aussi pour qu'elles se sentent concernées dans nos salles. D'un point de vue très pratico-pratique, je pense que lorsqu'on va sur Allociné, toutes nos salles sont référencées sur Allociné. Et vous avez normalement un partenariat qui est assez fort et assez formidable, il faut le dire, entre Allociné et Accès Libre, qui est une plateforme collaborative qui est pensée pour les publics concernés par le handicap et qui peut être alimentée par les publics concernés par le handicap lorsqu'elles fréquentent les lieux. Et en fait, faire ce travail de renseigner son accessibilité sur Accès Libre pour directement être référencé sur Allociné, ça me paraît déjà être un premier levier, parce que je pense que pour les publics concernés par le handicap, même Allociné reste quand même une référence, certainement, sur les versions audio décrites et sous-titrées et sur l'accessibilité du lieu. Et ça, c'est un geste qui est gratuit et qui peut se faire avec les publics concernés par le handicap directement à proximité de sa salle. Et ensuite, on n'y pense pas peut-être à, bien sûr, se tourner vers les associations, ça me paraît une évidence. Quelle que soit votre question d'accessibilité, vous aurez toujours des professionnels pour vous répondre. Et également, voilà, peut-être un détail, mais qui me semble clé, c'est de se dire que posez-vous toujours la question de comment on fait pour avoir l'information. C'est-à-dire que vous donnez une information sur votre programme papier, vous la donnez sur votre document numérique. Peut-être qu'en fait, il faut aussi se rendre disponible par téléphone parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne pourront pas vous écrire, qui ne pourront pas vous appeler. Et donc, il faut pouvoir proposer diverses solutions pour être joignable et pour au moins avoir un échange de qualité avec le public qui s'interroge sur l'accessibilité de votre espace. Donc, créer une adresse accessibilité @ etc., etc. C'est peut-être un minima, un point de départ minimal pour déjà créer une relation privilégiée avec des publics qui s'interrogent. Et de même pour un numéro de téléphone, je pense que ça, c'est quand même... Ça permet aussi de déconstruire le fait que pour la salle de cinéma, tout ce qui touche à l'accessibilité est coûteux. C'est complètement faux. Il y a énormément de bons réflexes et de bonnes pratiques qui ne sont pas coûteuses, qui sont de l'ordre du savoir-être, certes du savoir-faire, mais formation faite ou non, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place assez simplement, même de la signalétique, ne serait-ce mettre des flèches dans les salles de cinéma et mettre les bons pictogrammes pour indiquer les toilettes et les salles. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être mises en place, qui ne sont pas coûteuses et qui peuvent permettre quand même aux salles de s'emparer de cette question-là véritablement en y allant très positivement. Merci. Donc l'accessibilité, elle doit être questionnée à tous les stades, hein, pas seulement dans la salle, mais aussi au stade de la création. Donc comment est-ce qu'on écrit, est-ce qu'on filme, est-ce qu'on diffuse pour que chacun puisse se sentir concerné. Barbara, vous avez donc vos recherches sur le cinéma sourd montrent que l'inclusion peut être aussi une source d'invention artistique. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots ?
Alors c'est vrai que moi j'ai plus travaillé sur le public sourd et malentendant, enfin, sur les personnes sourdes et malentendantes. Parce que c'est vrai qu'on parle de handicap, mais le handicap c'est une espèce de gros fourre-tout avec une diversité de profils, de besoins complètement divers. Mais pour parler des personnes sourdes et malentendantes, c'est vrai que c'est plus un groupe qui a tendance à se caractériser par un trait culturel, c'est-à-dire une langue des signes, ou en tout cas un besoin visuel de communication. Et c'est vrai que du coup, forcément, hein, par exemple, les rares réalisateurs sourds qui réussissent à monter des projets cinématographiques vont travailler cette question de la mise en scène de la dimension visuelle, et donc par exemple la mise en scène de la langue des signes, et puis aussi l'accessibilité de la langue des signes, puisqu'en fait eux aussi vont se confronter à un problème d'accessibilité en accessibilisant leur langue, et ils vont tendance à avoir peut-être un imaginaire plus ouvert sur cette question d'accessibilité. Et c'est sûr que ça construit de nouvelles représentations, parce que ce sont des personnages dont la surdité n'est pas forcément un enjeu, n'est pas un problème, un frein. Donc voilà, il y a toute une diversité de représentations qui sont nouvelles, autant dans la communication, c'est-à-dire le fait d'utiliser la langue des signes pour en faire un objet hybride, par exemple, parce que ça peut devenir une expression et non une langue. Voilà, par exemple, il y a des films qui vont jouer autour de l'universalité de la communication par les yeux, par les corps. Il y a aussi des sourds qui vont se rapprocher d'imaginaires qu'on connaît tous. Par exemple, il y a un film extrêmement connu dans la communauté sourde qui s'appelle Défula, donc le Dracula sourd, et qui va imaginer un monde où tout le monde est sourd. Donc tous les modes de communication sont adaptés aux personnes sourdes, et ça va comme ça créer des situations différentes, et ça amène une autre manière de filmer aussi, puisqu'on ne filme pas quelqu'un qui s'exprime avec tout son corps de la même manière qu'on peut filmer quelqu'un qui peut s'exprimer en voix off, par exemple. Donc en fait, voilà, c'est des nouvelles narrations, des nouvelles représentations et des nouveaux modes d'accessibilité. Est-ce qu'on peut imaginer que l'accessibilité devienne une partie intégrante du processus artistique, depuis l'écriture jusqu'au casting, montage et la promotion, la diffusion derrière, et comment faire tout ça? On peut, on devrait. Je pense que c'est une évidence. Il faudrait que les formations soient plus ouvertes. On en parlait. Hein. Toutes les personnes en situation de handicap sont confrontées à la discrimination déjà scolaire. Donc ça, c'est une priorité. Il faut absolument qu'ils aient une accessibilité aux formations des métiers du cinéma. Il faut qu'ils aient droit aussi à leur position sur un plateau de tournage. Il faut aussi qu'on finance les projets, et il faut évidemment qu'on aille les voir aussi, ces projets, une fois qu'ils sont faits. Donc en fait, moi je voudrais aussi ajouter à cela qu'on vit quand même dans des systèmes, enfin dans un système en tout cas, qui n'a pas prévu de place pour, comme disait un ami il y a des années, pour les gens comme nous. C'est-à-dire qu'en effet, voilà, les personnes en situation de handicap ne sont pas censées être scolarisées, encore moins aller à l'université, faire des formations, voilà, dans le cinéma ou dans d'autres domaines. Donc voilà, ça pose problème. Et ça, à mon sens, ça poserait plus de problème lorsque il y aura évidemment plus de visibilité, de formation, mais aussi lorsque ça deviendra une sorte de non-sujet, et que l'identification passera par autre chose. Là, tant qu'on demande aux personnes, aux spectateurs, de s'identifier à des personnes qui physiquement ne leur ressemblent pas, et qui sont en plus en situation de handicap, ce qui n'est pas du tout valorisé ou valorisant, en tout cas en France, eh bien, forcément, c'est compliqué. Alors que si le sujet du film est joué par une personne en situation de handicap, enfin, c'est le sujet. Si l'acteur est en situation de handicap, mais voilà, ce n'est pas son rôle principal, enfin, ça peut être son rôle principal, mais le sujet, ça va être voilà, sa relation avec son père, voilà, sa relation amoureuse, ou une intrigue, un thriller, ou je ne sais pas. Là, ce sera plus facile, je pense, pour l'imaginaire collectif, d'intégrer l'accessibilité, d'intégrer la différence, et d'intégrer beaucoup, beaucoup de choses qui nous ouvriront tous et qui nous apporteront plus dans nos vies quotidiennes, quoi. Et qui surtout éviteront, une fois que ces personnes-là, que les spectateurs pour mieux s'identifier en fait à la différence, eh bien, ça peut aussi faire du bien à soi-même, leur faire du bien à eux-mêmes. Enfin, peut-être, mais voilà.
Non, ce matin, justement, dans la table ronde, il en était question du fait qu'on pouvait tous se retrouver dans des personnes qui, a priori, nous semblent hyper éloignées. Donc, il faut absolument se saisir de l'opportunité du handicap pour réfléchir à la manière dont on pourrait aussi s'identifier à des personnes en situation de handicap. Je rajouterais qu'il y a déjà des grands cinéastes qui ont été en situation de handicap et qui ont fait de vrais grands films en utilisant leur position, leur posture de personnes handicapées. Il y a Steven Voskin qui a filmé qui a fait des films à hauteur de fauteuil, qui est un grand cinéaste. Il y a aussi Jean-Daniel Paulet qui a quand même passé toute sa fin de vie lourdement handicapé et qui a fait un film magnifique jour après jour sur cette question-là. Donc je pense aussi qu'il faut aussi valoriser ces films-là et les contextualiser. Et voilà. Alors justement, comment on encourage peut-être les distributeurs et les salles à valoriser ces versions, ces films et leurs versions accessibles dans leur communication? Je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est alors là, je ne représente pas ma salle, je préfère le dire quand même, parce que si je suis écoutée par ma salle. Non, sur la notion, en tout cas, d'un petit peu carotte, c'est un peu triste, mais il faut peut-être l'amener un peu comme ça, on en est encore là. Je pense qu'il faut préciser aussi que se rendre accessible, c'est toucher des nouveaux publics. En fait, ça fait des années qu'on parle de renouvellement des publics, de renouvellement de la salle de cinéma. Le renouvellement des publics, il passe par le public jeune, ça c'est sûr. Il y a un enjeu sur le fait d'amener des publics jeunes dans la découverte du grand écran, en dehors du petit écran du streaming. Mais il y a aussi tout un public qui, lui, veut venir en salle de cinéma, mais qui ne peut pas. Donc c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire que c'est un public qui pourrait être un public acquis par la salle, mais qui, en fait, n'a pas la possibilité de venir. Donc déjà, rappeler à la salle de cinéma que c'est aussi une manne de spectateurs, à la fois en termes d'entrée et en termes de chiffres. Donc rappeler 14 millions, voilà, tous les chiffres que tu as donnés, ça me semble extrêmement important. Et donc à l'échelle de chaque salle, faire un travail de territoire, se rapprocher de la mission handicap de sa ville, se rapprocher du CCAS de sa ville, d'associations de proximité, pour se rendre compte qu'en fait, une communauté sourde dans notre ville, c'est 80 entrées, par exemple. Dès qu'on fait une médiation accessible, ça nous amène un certain nombre de publics qu'on ne voit pas habituellement en salle. Donc je pense que déjà cet argument-là, il est quand même assez fort, je trouve. Et en plus de l'importance de la salle de se définir comme lieu de proximité et lieu de partage, dans cette pseudo-compétition, en tout cas avec le petit écran, rappeler l'importance de la salle comme lieu de partage pour toutes et tous, ça veut bien dire aussi un lieu inclusif. Donc d'être dans cette notion de partage, devoir le travailler sous cette forme-là, ça me paraît nécessaire et c'est important de le rappeler à toutes les échelles, un lieu intergénérationnel, mais un lieu ouvert vers l'extérieur et donc accessible de fait. Est-ce que vous avez des exemples de films récents qui vous paraissent inclusifs ou dont la communication a été dans ce sens en fait, de l'inclusion et de l'intersectionnalité peut-être de représentation? Alors en fait, moi c'est plutôt une sorte de, je pense beaucoup à des contre-exemples qui ont eu beaucoup de succès. Ce sont par exemple le film Un petit truc en plus. Voilà, ce genre de film qui certes mettent en avant des personnes en situation de handicap visibles, mais toujours sous forme comique. Voilà, donc il y a toujours une injonction à cette autodérision qu'on retrouve aussi dans la vie quotidienne, enfin que moi en tout cas j'ai déjà vu ou voilà, retrouvé dans la vie quotidienne. Voilà, on est censé être capable de rire de soi pour mettre l'autre à l'aise. Et ce genre de film, ils ont voilà, l'avantage de mettre en avant, de visibiliser les personnes en situation de handicap, mais voilà, sous une condition principale, c'est l'humour. Or, il devrait y avoir de tout, voilà, de l'humour, du drame, de l'intrigue. De la même manière, c'est pas parce qu'on se déplace a priori de la même façon qu'on a les mêmes besoins, qu'on a les mêmes envies, qu'on a les mêmes personnalités. Et le handicap, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on est a priori, au moins d'un point de vue peut-être médical, dans la même catégorie, qu'on a la même personnalité, les mêmes envies, les mêmes besoins, le même caractère. On n'a rien à voir. Donc, ou à tout avoir peut-être. Donc voilà. Donc moi, je pense que voilà, c'est vraiment ce qui est le plus visible et ce qui me dérange, parce que les personnes en situation de handicap, on n'est pas des clowns, quoi. On n'est pas là pour faire rire, on n'est pas là pour mettre l'autre à l'aise. Et je trouve ça vraiment à la fois bien, mais en même temps plus dommage que bien, et ça c'est très personnel,
qu'on ne soit vu que comme ça, que dans des films voilà, où c'est forcément des personnes qui sont drôles, des personnes qui sont gentilles, des personnes ou alors qui sont dans des dépressions qui n'en sortent jamais, ou alors dans des résiliences extraordinaires. Enfin, on est juste humain. Donc, Moi, pour répondre à ta question sur le film, je vous en parlais tout à l'heure, c'est Elle n'entend pas la moto, qui est un film de Dominique Fishback, qui est une réalisatrice qui a participé à l'émission Striptease, que vous connaissez peut-être, une émission des années 80. Enfin, elle a fait plusieurs épisodes. Et c'est un film qui suit le parcours d'une famille sur 25 ans, avec 2 enfants sourds et malentendants. Et donc, en fait, on suit le parcours de cette famille, mais aussi leur trajectoire dans un moment fort de l'histoire familiale. Et je racontais cette anecdote tout à l'heure. Nous, on a eu la chance d'accueillir Manon Altazin, qui est la protagoniste principale du film. Et en fait, on a eu un petit peu ce choc de voir que dans la salle, il y avait essentiellement des publics concernés par la question de la surdité, de près ou de loin, soit par un proche, soit par la communauté sourde, mais qu'on avait du mal à toucher un public ordinaire, en fait, qui ne se sentait pas concerné par ces questions et donc n'allait pas voir le film d'emblée en considérant que la surdité était le sujet principal. Alors, ça n'est pas que le sujet principal. C'est un film sur la famille, c'est un film sur la résilience. Il y a plein de thèmes qui s'y retrouvent. Donc, et c'est aussi un film pour dire un petit peu à quel point aussi l'AFCAE, par exemple, Association française des cinémas d'art et d'essai, a un rôle à jouer dedans. Le comité 15-25 de l'AFCAE a choisi ce film en coup de cœur du mois de décembre, ce qui veut bien dire que la jeunesse engagée a aussi un pouvoir de valoriser certains films et certaines œuvres par rapport à d'autres. Et ce film-là, qui est pourtant un documentaire voilà, qui peut-être peut être assez éloigné des formes vues par ce public-là, me paraît en tout cas être un bon levier en cette fin d'année pour pouvoir aller soutenir ce type d'œuvre. Ça me paraît vraiment important. Merci. D'ailleurs, j'en profite juste pour vous dire que je présente le film ce soir à Romainville, au Trianon, donc voilà, avec Manon, justement, avec le personnage. Donc si vous voulez venir, voilà, avec une séance entièrement accessible organisée par Retour d'Images. Et très belle communication d'Épicentre, du coup distributeur, sur ce levier, qui a travaillé avec beaucoup d'associations de territoire pour aider les salles qui soutenaient le film. Il y a un soutien aussi de l'Institut des jeunes sourds et l'Institut des jeunes aveugles. Enfin, voilà, il y a eu un vrai travail de partenariat, puisque la question était le soutien aussi et le travail de communication. Il y a aussi des distributeurs qui font très très bien les choses et qui aident justement les salles avec tout leur panel d'outils adaptés qui reste extrêmement intéressant. Ça reste minoritaire, mais il faut souligner qu'on s'est bien fait. Merci. Oui, donc on peut citer aussi, donc là on a parlé des distributeurs, mais il y a des agences artistiques spécialisées comme Cristal, il y a le syndicat, le SPCH, syndicat des professionnels en situation de handicap, qui organise les écrans inclusifs au Festival de Cannes. Enfin, il y a énormément, on a parlé de donc Retour d'Images, Ciné-Sens, Ciné-Relax aussi qu'on n'a pas évoqué, Culture Relax, pardon, qui sont des associations soutenues par le CNC. Les 3. Donc il y a énormément de ressources et d'associations existantes si on veut mettre en avant un cinéma plus inclusif et des séances plus inclusives. Peut-être aussi de programmer des séances accessibles aux heures de pointe, j'allais dire. Voilà. Samedi soir aussi, voilà. Le samedi soir avec lors des avant-premières, etc. Ça peut être aussi une bonne chose. Peut-être aussi stop pour... là. Ça va être les questions. Non, c'est pas totalement stop, mais on va passer aux questions dans le public. Très bien. Vas-y, je termine juste sur ce point-là. En fait, on parlait justement de toute cette chaîne de questions, en tout cas qui touche la chaîne de production d'un film. Et je recommanderais également aussi aux salles de se faire le même constat, c'est-à-dire que si un film n'est pas accessible pour les personnes sourdes et malentendants, peut-être qu'elles peuvent travailler l'accessibilité du film et leur médiation différemment. Je pense au public concerné par notamment l'autisme, le handicap cognitif. Il y a énormément d'outils de médiation qui peuvent être proposés en facile à lire et à comprendre, par exemple, qu'on peut aussi travailler en interne ou avec des professionnels, et qui peuvent permettre de rendre accessible une séance ou même sur la durée tout un parcours de spectateurs aussi. Au Cinéma du Palais, on travaille sur un dispositif qui s'appelle Inclusion au cinéma, à destination des unités Ulysse des établissements scolaires. Et en fait, c'est aussi un levier de travail sur la durée. Donc, c'est toujours se dire que s'il n'y a pas une accessibilité,
peut-être qu'elle peut en cacher une autre. L'expression est un peu maladroite, mais pour vous dire que même s'il n'y a pas l'accessibilité sensorielle du projet, peut-être qu'elle peut être travaillée par un autre canal qui peut être celui de l'adaptation plus largement par des lumières apaisées, un son qui est moins fort, la possibilité pour des spectateurs de sortir et de rentrer dans la salle pour assouplir les codes du spectateur, pour répondre à certains besoins aussi d'un public qui aurait besoin de bouger, se lever, parler plus fort. Enfin, il y a énormément de leviers en tout cas pour proposer une accessibilité quelle qu'elle soit. Et dans ce cas-là, des professionnels pourraient vous accompagner dans ce trajet d'accessibilité qui concerne à nouveau toute l'équipe, qui concerne la com, qui concerne vos administrateurs, administratrices, qui concerne vos directions de salle, les médiateurs. Donc c'est l'occasion de penser un projet transversal à l'échelle de tous les métiers de la salle de cinéma en tout cas. Merci beaucoup à toutes les trois. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Pardon. Bonjour, je suis Caroline Gibert, membre des Filmeuses et membre du Festival de cours féministes de Montreuil. Et en fait, c'est un festival qui se veut très militant, intersectionnel, et on travaille beaucoup sur l'accessibilité en ce moment. En fait, moi j'avais une question justement, par exemple, comment essayer de travailler l'accessibilité en début de chaîne, c'est-à-dire faire en sorte que des personnes aient envie de soumettre leurs films, parce que je pense qu'après, en fait, c'est bénéfique. L'an dernier, on a eu une personne sourde qui l'a fait, du coup on l'a projeté, du coup on a dû engager des gens qui signaient, du coup des gens sourds sont venus, et donc en fait, là on a réussi, mais voilà, on a du mal à motiver les gens à envoyer leurs films en fait, parce que je pense que voilà, ils osent pas. Enfin, donc voilà, si vous avez des idées aussi sur ça en début de chaîne, quoi. Il faut faire une vidéo en langue des signes. Je crois que c'est la base. C'est vrai que la communication avec le public sourd et malentendant, c'est faire une vidéo en langue des signes. Demander à une personne sourde d'expliquer en fait exactement comment soumettre un projet, à quel format il doit se soumettre, où l'envoyer, quels sont les délais, et de le faire en langue des signes et de le faire circuler sur les groupes Facebook de communautés sourdes. Enfin, parce que c'est vrai que c'est une communauté extrêmement vivante, mais qui n'a pas forcément besoin de la même communication que les autres communautés. Donc c'est vrai que la vidéo en langue des signes, c'est la première chose que je peux conseiller. Bonjour, ouais, c'est bon, le micro m'entend. Alors moi j'avais une question qui était plutôt liée sur la production des films eux-mêmes, parce qu'on a dit le plus récent exemple, qui est aussi un contre-exemple, un petit truc en plus, c'est des acteurs handicapés, mais ce n'est pas des acteurs handicapés qui ont été choisis par un processus de casting, on va dire classique. En plus, il y a la question du salaire, parce que s'ils touchent la hache ou qu'ils sont en ESAT, ils ne bénéficieront pas du droit du travail. Et ça, c'est un point important. Il y a des questions au niveau du salaire, parce qu'un acteur en début de carrière n'a pas forcément un salaire régulier, et donc le fait de rentrer en conflit avec des aides, c'est des questions à discuter. Et aussi, tout simplement, quand on essaye de rentrer dans l'industrie du cinéma en tant que personne handicapée, par où on commence quand on sait que dans la société, on se fait déjà discriminer de toutes parts, dès l'enfance, dès le primaire, dès même parfois la maternelle ou la crèche. Comment est-ce que, une fois qu'on est quand même arrivé à être avec l'envie et le besoin de faire un film, que ça soit en tant qu'auteur ou en tant qu'acteur, comment est-ce qu'on arrive à rentrer par la fenêtre, quoi ? Donc, en effet, moi, je vois très, très bien les problématiques dont vous parlez, mais je pense que c'est aussi, par exemple, par rapport aux allocations, des choses comme ça, ce sont des problématiques générales au monde du travail lorsqu'on est en situation de handicap. On vit quand même dans un pays où, en effet, on peut avoir des aides, mais entre guillemets, à quel prix, sans vouloir, enfin, dans plusieurs sens du terme, a-t-on ces aides ? Au prix de ne pas gagner trop d'argent. Mais qu'est-ce que c'est que trop d'argent ? Dans quel corps de métier ? Donc ça, c'est vraiment très vaste. Et c'est pour ça aussi, moi, je pense que le cinéma et l'audiovisuel ont justement un rôle de reformater, pas formater, mais de créer un nouvel imaginaire collectif qui soit réaliste et qui, en effet, permette à aux personnes en situation de handicap d'accéder à ce genre de métier, mais aussi
par exemple, il y a eu la série Lycée Toulouse-Lautrec, voilà, qui a eu beaucoup de succès sur TF1, voilà, avec des vraies personnes, des personnes vraiment en situation de handicap, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais voilà, une fois sorti de ce lycée, qu'est-ce qui se passe? Voilà, comment on rentre en formation d'acteur, comment on rentre en formation pour d'autres métiers. Donc, il faut aussi que dans les scénarios ou les choses comme ça, il y ait en effet des personnes en situation de handicap, mais qu'on les pense aussi dans une société tout à fait contemporaine, avec une vie normale ou presque. Peut-être aussi pour vous répondre que, sans que ça soit ma spécialité pour le coup, en tout cas je ne peux que imaginer que la réponse aussi se situe dans les syndicats. Alors c'est important d'être syndiqué d'emblée, quel que soit le corps de métier, mais pour le coup sur cette question-là, pour avoir des renseignements précis sur la marche à suivre, sur les bons interlocuteurs au bon moment, à telle ou telle étape de la carrière, ça me semble assez important, parce que eux, je pense qu'ils ont une visibilité sur la chaîne qui est assez importante. En tout cas, tu citais tout à l'heure un syndicat. Je pense que ça me paraît être une bonne première entrée, en tout cas, pour avoir un professionnel au bout du fil qui peut vraiment orienter le parcours en fonction de son étape. Après, il y a quand même aussi l'importance de la... comment dire, une importance de la... Enfin, de choisir une étape où vous êtes sûr d'être accompagné. Par exemple, pour les acteurs concernés par le handicap, en effet, il y a le Théâtre du Cristal, mais il y en a d'autres, que ce soit sur le spectacle vivant ou le cinéma. Je pense que c'est les plus à même de pouvoir accompagner avec aussi des cours adaptés. Parce qu'en fait, c'est pas tout d'être en situation de handicap et de jouer quelqu'un, en tout cas, qui est concerné ou non par le handicap. C'est aussi d'avoir un aménagement, malgré tout, de son emploi du temps, qui est pensé en fonction de votre parcours étudiant. Et voilà, dans ce sens-là, je pense que les sites internet de ces centres de formation spécifiques peuvent quand même donner des réponses importantes pour s'orienter au mieux dans un parcours qui est au plus proche des besoins. Bonjour, je suis Mélissandre Monatus, réalisatrice du film documentaire La peau chapée, qui parle des problématiques de couleur de peau, des préjugés de couleur de peau, qui sont donc un handicap. Et j'appartiens à l'association Ajuka, donc l'association des jeunes ultramarins pour le cinéma et l'audiovisuel. Cynthia, je connais Cynthia, donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle pas mal de fois sur ces problématiques-là. J'avais plusieurs questions. À plusieurs reprises, tu as dit que en France, on a des problèmes X, Y, Z. Et donc, en comparaison, je voulais savoir si tu pouvais nous parler des autres pays que tu as pu faire, où tu t'es sentie beaucoup plus prise en compte en tant que personne, et pas juste en tant que personne handicapée, parce que je pense que ça éduquera beaucoup de gens ici. Et puis, tu es une femme, donc tu as ce premier handicap. Malheureusement, on le sait qu'aujourd'hui, encore pour les femmes, c'est compliqué. Tu es une femme noire, ça complique encore plus. Et puis, tu es une femme noire handicapée physique. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu vis toi au quotidien, tous les jours, et pour rallier ça au cinéma, comment tu verrais peut-être une vie future dans ce milieu-là? Alors tout d'abord, en effet, c'est vrai que je précise toujours la France parce que j'ai quand même pas mal voyagé, j'ai étudié à l'étranger. J'ai une première formation à la base de formatrice de français pour les étrangers que j'ai effectuée en Allemagne. Je suis originaire de la Martinique, donc aussi en Martinique, en France, donc ça c'était super. Mais en même temps, ça m'a permis justement de voir les différences, que ce soit dès l'aéroport par exemple, ou dans la rue, ou même pour d'autres occasions. J'ai voyagé en Europe, en Espagne, en Italie, enfin voilà, en Grèce et tout. Et ça n'a, enfin, juste dans la vie de tous les jours, le comportement est différent. Il n'y a pas de pays évidemment parfait, mais par exemple, il y a des pays où voilà, l'ascenseur ne fonctionne pas. Les gens sont désolés. En France, c'est mais quelle idée elle a eu de sortir de chez elle. En France, lorsque je sors franchement de chez moi, j'estime être souvent en terrain hostile en fait, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si je vais pouvoir accéder, ne serait-ce que par le trottoir qui n'est pas accueillant, à l'endroit où je veux aller. Je ne sais pas si l'ascenseur, par exemple, juste pour venir ici, voilà, il y a un ascenseur, je crois, Saint-Eustache, il ne fonctionnait pas, il n'y a pas de bouton pour appeler quelqu'un pour dire l'ascenseur ne fonctionne pas, je ne sais pas combien de temps il ne fonctionne pas, depuis combien de temps il ne fonctionne pas, ou des choses comme ça. Et dans d'autres pays, soit pour y avoir vécu ou même y être allé quelques jours, j'ai vu une différence qui n'a pas...
enfin, qui est incomparable. Par exemple, aux États-Unis, voilà, lorsque je raconte mon histoire, mon parcours, on me dit on adore les gens comme toi, tu es une femme noire, handicapée, combative, tu as plein de diplômes. C'est complètement le contraire en France. C'est justement, je suis une femme, je suis noire, je suis handicapée, je suis surdiplômée, parce qu'en fait j'ai 2 masters. Et c'est plus problématique qu'autre chose en France que dans des pays anglo-saxons, dans d'autres pays. Il y a aussi, par exemple, dans des pays, c'est pas forcément une question d'argent, parce qu'en France, on va beaucoup parler de l'argent, du financement, de l'accessibilité dans les lieux de cinéma ou même dans d'autres lieux. Il y a des pays qui ont moins d'argent que la France et on voit beaucoup plus de personnes en situation de handicap dans la rue, parce qu'il y a plus juste de solidarité, d'humanité, d'éducation à la différence. Et à la différence, qu'elle soit par ethno-raciale, qu'elle soit sociale, par rapport aux transclasses ou handicap ou des choses comme ça. Donc je pense que c'est vraiment la différence en général et le handicap en particulier, et le handicap vraiment qui est nécessairement à redéfinir d'un point de vue sociétal. Pas d'un point de vue médical, mais sociétal, c'est indispensable, parce qu'on est tous en situation de handicap, on le sera, on l'a été, et ça, je suis désolée, voilà, c'est pas moi, c'est l'humanité. Pour le cinéma, comment est-ce que... alors moi, j'aimerais beaucoup parler de mon adolescence. Juste rapidement, en fait, j'ai une adolescence. Je suis née en situation de handicap, c'est une malformation. Et en fait, je voudrais un jour peut-être raconter mon adolescence avec justement une très bonne amie qui justement m'a permis, par exemple, de prendre le métro. J'étais en béquille à l'époque et voilà, elle n'est pas en situation de handicap, mais notre rébellion de crise d'adolescence nous a fait faire vraiment les 400 coups. Par exemple, aller en boîte de nuit, prendre le métro. Enfin, prendre le métro, c'était pas faire les 400 coups, mais bon, ma mère, elle voulait pas, elle avait peur. Mais enfin, c'est des choses simples comme ça, mais qui m'ont fait avoir une vie, comme je dis, normale, ou presque, et qui m'ont fait vivre ma vie à 100%, et justement ne pas me sentir en situation de handicap. Et c'est quand j'ai cherché justement du travail en ressources humaines, là où il fallait être assis et a priori passer des coups de fil ou parler avec des gens, que là, j'ai découvert que j'étais en situation de handicap, en fait. Parce que même en tant que formatrice de français, ça n'a pas trop été compliqué. Après, c'est plus un problème de stabilité. Mais voilà, là, c'était un sujet dans les entretiens. Dans les entretiens, on demande clairement, même si je n'avais pas besoin d'accessibilité à l'époque, d'aménagement, pardon, à l'époque, voilà, on me disait clairement « Ah, mais on n'aime pas trop les gens malades », enfin, des choses comme ça. Et même, on me demandait pourquoi j'étais handicapée, chose qui n'est pas à demander, je pense. Et j'ai découvert vraiment que j'étais en situation de handicap à ce moment-là, parce que je ne comprenais vraiment même pas pourquoi on me parlait de ça, en fait. Pour moi, c'était une question de compétence, j'avais les diplômes. Donc, puis c'est la promesse républicaine pour tout le monde. On est censé avoir des diplômes et trouver du travail. On n'est pas censé avoir des obstacles supplémentaires de par notre code postal, de par notre couleur de peau, ou de par notre genre, ou quoi que ce soit. Merci beaucoup pour cette intervention. Bonjour. Merci beaucoup, Cynthia, pour ton témoignage. Moi, je m'appelle Youssouf, je suis acteur et réalisateur. Et il y a quelque chose que tu as dit qui est très important, c'est éduquer à la différence. Donc, avant d'être éduqué à la différence, je pense qu'il faut être d'abord éduqué et ensuite éduqué à la différence. Et je vais rebondir sur ce qu'elle disait, la dame, tout à l'heure, de l'association, je crois, Les Filmeuses. Elle disait rechercher en fait des films de personnes en situation entre guillemets de handicap. Il y a un festival qui s'appelle Paris Cours Devant sur Paris, qui est un festival qui est très inclusif et qui permet en fait d'éduquer à la différence, parce que chaque année, en fait, ils organisent un concours où ils réunissent des personnes valides ou invalides, handicapées, soit mentales, soit physiques. Et en fait, pendant 2 semaines, pendant une semaine, en fait, ça permet de faire des courts-métrages, voilà, en mixant tout le monde. Et à la fin de ce challenge-là, il y a une projection des courts-métrages. Donc il y a énormément de courts-métrages qui sont faits durant cette période-là. Et donc ça peut être un moyen en fait, de retrouver des personnes qui réalisent des films avec des valides, des personnes invalides, et en fait de mettre à l'honneur des handicaps visibles ou non. Donc c'est vraiment un festival qui fait un travail formidable sur ce sujet-là. Et donc les personnes qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder les films qui sont disponibles en ligne. Voilà, c'est tout. Merci. Bonjour, je m'appelle Leslie Thomas, je suis la secrétaire générale du CNC. Et donc j'avais une première réponse à apporter à votre interrogation sur comment faire du cinéma dans le milieu actuel. Sachez qu'il y a un dispositif qui s'appelle l'appel à projets les uns et les autres, qui finance chaque année des films qui permettent l'entrée dans l'emploi de personnes en situation de handicap.
Donc on a une dizaine de projets qui sont financés chaque année. Donc vous avez cité certains d'entre eux, elle n'entend pas la moto, mais Toulouse-Lautrec aussi, elle fait partie des séries qui ont été financées. Il y en a toute une, Immeubles partagés, enfin il y en a toute une série qui chaque année sont financées. Donc vous avez accès à des financements spécifiques dès lors qu'il y a une entrée dans l'emploi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la feuille de salaire. C'est pas, voilà, je veux que les gens soient réellement embauchés. Ça, je vous vois froncer du sourcil. J'écoute avec attention. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire en complément de ce qui a été déjà évoqué dans cette passionnante table ronde, c'est qu'en fait, effectivement, 100% des films d'initiative française qui sont agréés par le CNC depuis 2020 sont audio décrits et sous-titrés. Et c'est pas parce que cette offre existe qu'elle est proposée en salle. Et cette offre, elle existe et elle est contrôlée. Contrairement à ce qui a pu être dit, elle est contrôlée. Je ne savais pas justement. Alors je me permets de le dire, cette offre, elle est contrôlée. Il y a un corps d'inspecteurs au CNC qui fait des vérifications. Et pour le coup, la présence des fichiers d'audio-description et de sous-titrage sur les DCP qui sont fournis dans les salles de cinéma vient d'être contrôlée. Donc on prend ça très au sérieux. Et je me permettrai de rajouter aussi qu'il y a une commission qui s'appelle la commission nationale culture et handicap. Il y a un sous-groupe qui vient d'être constitué et qui vise à travailler dans les 6 mois qui viennent sur comment rendre les séances accessibles, enfin, offrir le plus grand nombre possible de séances accessibles. Et j'espère que d'ici 6 mois, on sera en capacité de faire des annonces sur ces sujets-là. Voilà. Et enfin, dernier point, accès libre Allociné, on les a mariés il y a 3 ans. Et ce mariage-là, il est extrêmement intéressant parce que ça permet, à partir de la plateforme Allociné, d'avoir les informations sur l'accessibilité des lieux, mais avec tous les aspects. C'est-à-dire, effectivement, dans ce multiplex, il n'y a que 3 salles qui sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Les toilettes sont accessibles ou ne sont pas accessibles. Enfin, vous avez aujourd'hui plus de 1250 salles qui sont référencées sur tout le territoire national. Donc ça permet quand même d'avoir de l'information pour les personnes qui sont en recherche d'informations. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces compléments d'information. On va conclure cette table ronde. Merci beaucoup à nos 3 intervenantes, donc Cynthia Augustin, Barbara Fougère et Juliette Monnier, pour ces échanges riches et constructifs. Merci aux questions dans la salle. Donc l'accessibilité, ça ne se résume pas uniquement à des outils techniques, mais ça touche à la manière même dont on conçoit et partage le cinéma, donc les lieux, les œuvres, les métiers et les représentations, bien sûr. C'est une responsabilité collective partagée, des exploitants aux créatrices, des institutions aux spectatrices. Et donc développer ces projets demande une dynamique d'équipe en salle, du personnel d'accueil à la programmation, à la communication, les projectionnistes, enfin bref, c'est l'affaire de tous et toutes, comme on l'a dit. Donc pour continuer à vous informer, vous pouvez retrouver les nombreuses ressources déjà citées aujourd'hui. Donc on a parlé des différentes associations, du CNC, il y a aussi Audience, le SPCH, Syndicat des professionnels en situation de handicap. Également, il y a le collectif féministe Les Dévalideuses, qui est plein de ressources intéressantes. Mais aussi, moi j'ai une série documentaire sur YouTube à vous conseiller qui s'appelle Cinéma accessible de Mélanie Toubeau, qui a sa chaîne La Manie du cinéma, donc qui dresse un peu je m'en mêle les pinceaux. Bref, cinéma accessible, voilà, sur la manie du cinéma, qui est super. Donc encore un grand merci à nos intervenantes et à Elsa qui m'a beaucoup aidée à préparer cette table ronde aussi, administratrice du collectif que vous avez vu ce matin. Donc pour la suite du programme, avant la dernière table ronde de la journée où on va vous présenter le nouvel outil Cinestat 50-50, on va vous diffuser le court-métrage d'animation Quelqu'un de spécial d'Alice Gerva, qui est présente quelque part dans la salle, qui est multi-récompensée, qui a eu un prix encore ce week-end au festival à Poitiers, qui a eu un prix spécial du jury au festival Chéri Chéri. Et donc pour nos assises, ce film a été sous-titré SME par Céline Ripoll, qui est donc là-haut et qui nous fait tout ce sous-titrage en direct depuis ce matin. Vraiment, je pense qu'on peut applaudir Céline et Lucie là-haut parce que... Donc vraiment bravo les filles. Donc voilà, super, on a un fichier. Pour ceux qui ne connaissent pas le sous-titrage SME,
Petite explication de texte avant de vous projeter le film. Donc il y a plusieurs couleurs dans les sous-titrages SME français. Donc le blanc, c'est sous-titrage classique que vous connaissez déjà. Ici, ils sont utilisés pour la personne qui parle et qui est visible à l'image. Donc des fois, c'est spatialisé. Si la personne est à gauche, le sous-titre va être à gauche. Si la personne est à droite, ça va être affiché à droite. En jaune, ce sont les personnes qui sont dans la scène mais hors cadre. En cyan bleu, ce sont les voix off, les commentaires, les pensées d'un personnage, les voix intérieures, on peut dire. En vert, quand c'est une langue étrangère, donc elle peut être traduite ou non, en fonction du cas. En rouge, vous allez avoir tout ce qui est bruit, ambiance et les sources de ces bruits. Et en magenta, tout ce qui est musical. Voilà. Donc ça peut être les paroles d'une chanson, mélodie, etc. Voilà, vous savez tout. Vous allez pouvoir profiter de ce superbe court-métrage. Et on se retrouve ensuite avec Florence Tissot pour la dernière table ronde de la journée. Merci à vous.